Recommence, Yoann, Euh, excuse-moi. du coup, oui, donc ma promo 2 également, donc chez Dokeos, Dokeos qui est donc j'ai fait mon alternance chez Dokeos et donc T'es derrière, pas du chez coup, Dokeos, qu'est-ce que tu racontes? qu'est-ce que je raconte? Pas du tout, je suis pas du tout chez Dokeos. Je suis chez Efalia. J'ai trop révisé Dokeos, c'est pour ça. Je suis chez Efalia, pas du tout, donc qui est éditeur de logiciels, une entreprise éditrice de logiciels dans la GED, la gestion et training de documents, qui est basée à Lyon, une centaine de collaborateurs, qui propose des outils en même temps de dématérialisation de processus, de documents, de signature électronique. Donc, il y a plusieurs outils. Pourquoi ils ont fait appel à moi et qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc, jusque-là, ils faisaient que de la formation en présentiel. Donc, il y a plusieurs formateurs historiques qui sont là. On a un public à la fois en même temps du public, du social et également du privé. On a 2000 clients et 100 000 utilisateurs. Et jusque-là, en fait, c'est simplement, comme je disais, du présentiel et ils ont voulu avoir cette transition numérique par gain de temps, par gain de coût, enfin, voilà, plein de raisons. Donc, du coup, j'ai dû faire lors de mon arrivée, j'ai dû faire une veille concurrentielle un petit peu, un benchmark concurrentiel sur les différentes plateformes. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi Dokeos. Et donc, j'ai tout mis en place sur Dokeos. Il a fallu avoir un accompagnement auprès des formateurs. J'ai dû déjà me former, j'ai dû me former sur Dokeos, former mes collaborateurs formateurs et également derrière l'accompagnement et la transition du changement auprès de nos clients slash utilisateurs. Voilà, donc ça a été, on est un peu allé au tâton au début, on a été vachement avide des retours d'expérience et des avis sur l'utilisation de la plateforme, et ça s'est bien passé dans l'ensemble, tellement bien qu'on a beaucoup de bons retours et que voilà, donc on est plutôt content. On fait du blended majoritairement, même si certains modules spécifiques et qui sont que techniques, bah, sont en 100% e-learning. Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, parce qu'il y a des questions pour Emeline, c'est une question à rajouter pour tous les trois. D'où viens-tu et à la base, toi, tu t'es formé en Ah, quoi avant de faire Digital Learning euh, Manager? avant ça, moi, j'ai du monde du marketing. Donc, j'ai un œil un petit peu plus marketing, donc pas du tout du monde de la formation. Ça m'a aidé pour le métier, pour la partie un petit peu créativité et la partie vente et promotion en interne. Je me rends compte que faire des formations, c'est bien, mais pouvoir aussi les montrer que c'est important, y croire et de la vendre en interne auprès des collaborateurs et des clients, c'est aussi ce qui est important. Donc, voilà, donc, je viens avant du monde du marketing. Et toi, Emeline? Moi, du coup, j'ai fait un master traduction et relations internationales. Et avant, j'étais dans une agence de trad et j'étais chef de projet pour le luxe et les cosmétiques. Mais j'ai fait de la création de support de formation et c'est comme ça que petit à petit, j'ai glissé vers le digital learning. Et quand j'ai vu le bahut, je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà commencé à mettre le pied dedans, donc pourquoi pas plonger complètement? Et c'était une très, très bonne idée. À toi, Thibaut. Donc moi, Thibaut Verda, je suis actuellement responsable des projets digital learning dans un centre de formation qui s'appelle ASAF, qui est un CFA spécialisé sur les services à la personne et notamment la petite enfance. Et moi, j'ai été recruté en alternance il y a du coup un peu plus d'un an pour digitaliser le CAP dit petite enfance. Et donc, effectivement, voilà, faire le benchmark pour le choix du LMS, le déployer, l'accompagner, et j'en suis le seul administrateur effectif. Et pour l'instant, on déploie seulement le CAP AEPE. Là, on va rentrer dans sa deuxième année d'exploitation. Donc, on est actuellement sur la refonte des parcours pour qu'il soit vraiment euh, de bonne qualité et agréable à suivre. Donc sur Moodle, qui a été donc le LMS choisi. Et à terme, on déploiera plusieurs formations en blended ou en full distanciel sur cette plateforme, sachant qu'aujourd'hui, c'est que du distanciel. Donc, voilà. Et sur qui je suis, moi, je ne viens pas du milieu de la formation non plus, je viens du secteur culturel, spectacle vivant. J'ai fait de la gestion de projets culturels à Sciences Po Lyon et ce qui m'intéressait en allant dans la formation, c'était rester dans les aspects de transmission, mais plus sur voilà, les enjeux de montée en compétences. D'où le fait que j'ai rejoint le bahut euh, et voilà, et que je suis là aujourd'hui. Merci à vous trois. N'hésitez pas, hein, si dans le public vous avez des questions, je les poserai, je vais les voir passer. Mais du coup, on va continuer par toi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus Moodle? C'est quoi ses caractéristiques principales et ses points forts? Donc Moodle, comme tu disais, c'est un acteur historique des LMS, qui est open source. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, donc malgré le fait que ce soit open source, c'est quand même développé par une entreprise,
dont j'ai oublié le nom, Moodle.org peut-être, en Australie, en plus de tout ce que peuvent faire les bénévoles dans le monde pour améliorer cette plateforme. Donc pour moi, c'est le gros point fort de Moodle, parce que j'ai une affinité personnelle avec l'open source, mais c'est le fait de savoir que on a une entreprise qui a des enjeux de commercialisation, mais qu'on a aussi des bénévoles passionnés qui vont chercher à améliorer l'outil au quotidien et qui vont proposer des plugins, donc c'est-à-dire des petits bouts de code qui vont améliorer soit qui vont ajouter des nouvelles fonctionnalités, soit qui vont améliorer le quotidien de la plateforme. Ouais, pour ceux qui ne Donc connaissent pas du tout le monde généralement, des LMS, c'est un peu un WordPress où il y a plein de plugins et on peut personnaliser à fond. Et il y a toute une communauté qui crée cet environnement autour de Moodle. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans l'environnement est gratuit. Potentiellement, ça peut être des plugins payants complètement. pour améliorer l'expérience. Mais c'est l'avantage, enfin potentiellement, moi, ce que je vois d'un Moodle de loin, c'est que c'est un outil très, très ouvert. Parce que du coup, Complètement. on a accès au code, donc on peut plugger à peu près ce qu'on veut. Et ce n'est pas mon cas aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas développeur, mais si j'avais un développeur dans mon équipe, je pourrais lui demander de développer des outils en interne, sans contrainte de l'externe. On demande si l'entreprise prend en compte les plugins des bénévoles externes. Ça arrive effectivement que des fonctionnalités créées par des bénévoles soient incluses dans les nouvelles mises à jour. Et juste avant de passer la parole, un autre avantage de Moodle qui peut intéresser les personnes, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer par la porte open source. Je l'installe sur mon serveur local en Linux et je bidouille. En fait, on a plusieurs portes d'entrée. Dans la porte d'entrée très open source, je me débrouille de bout en bout. Dans ce cas-là, il faut être développeur, il faut maîtriser le PHP et MySQL, entre autres. Soit on peut en fait demander à On une dirait que tu es un dev entreprise. maintenant, c'est fou quand même. Grave. Il suffit juste de placer les bons mots, Apache. Et soit, en fait, on peut entrer par la porte, comme pour un autre LMS, Presta. On a un Presta qui va nous mettre en place le LMS et notre image, C'est ce que j'allais dire, il y a une un peu grosse en marque communauté blanche. aujourd'hui autour de Moodle parce que le modèle du logiciel libre, c'est que finalement l'argent se fait par les gens qui vont le personnaliser, le configurer pour vous. Et C'est ça, il y ça. en a beaucoup en France, des freelances comme des agences qui peuvent vous aider à faire cette mise en place. Alors après, parfois, en termes de calcul, il faut regarder. Oui. Parfois, ça coûte plus cher que de prendre un LMS si on est sur des petites équipes Ouais. et un petit nombre d'utilisateurs. Une implémentation Moodle, j'en connais peu en dessous de 15-20 000 euros, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, justement, ça a été mon choix. J'avais demandé des devis auprès de Edunao et Innovation, qui sont deux gros acteurs français. C'était des devis, en fait, je serais allé sur 360 Learning, ça aurait été la même chose, pour simplifier. D'où mon choix qui était un peu un entre-deux, qui est la troisième voie, qui est passée par un serveur web qui va installer Moodle automatiquement. Type OVH et Infomaniac font ça, c'est-à-dire qu'on prend son abonnement serveur web, on s'achète un domaine avec l'utilisation d'un site web et en un clic, ils vont installer un Moodle. Et après, à nous, par contre, de gérer son administration et sa sécurité et plein de choses. Donc, c'est un bon compromis, ça ne demande pas de maîtriser trop de code et en même temps, on a quand même un Moodle clé en main. Vide, moche, mais ça tourne. Ouais, mais l'administration, ça, c'est un abonnement à 150 euros par mois. C'est ça sur Oh OVH, non, non, non. même pas? 70 € par an Ah ouais. sur Infomaniac. Donc, c'est pour ça que moi, ça a été une solution très intéressante. On m'a dit fait au moins cher, ok, pas de souci. Et en plus, j'ai pas eu de code à faire. Par contre, effectivement, aujourd'hui, je regarde sur des prestats comme LMS Factory qui sont en capacité de proposer des plugins de qualité déjà paramétrés pour vraiment pousser plus loin. LMS Factory, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils sont là. Si vous êtes sur Moodle, ils font des très bons webinaires réguliers à peu près tous les mois sur des enjeux divers et variés. Merci. À toi, Johan. Alors, donc moi, de Dokeos, alors comme disait Sylvain en introduction, à la base, c'est un outil un peu plus open source, mais il y a une surcouche, et c'est vrai que c'est nous qu'on utilise, et on l'utilise comme ça. Le choix, lorsque j'ai fait la veille, c'est d'avoir un outil facile à prendre en main. C'était un argument, voilà, j'ai eu à chaque fois des versions démo de plusieurs LMS. Notre cahier des charges et nous, nos critères, c'était la prise en main facile, accessible, puisqu'en plus il y a différents rôles. Donc moi sur la partie administrateur, mais les formateurs ont aussi leur rôle de formateur et d'accès avec les liens vers le suivi des statistiques, les rendez-vous quand il y a des classes virtuelles qui sont à distance, ce genre de choses. Ils ont un œil sur ça. Et le prix, évidemment, donc Dokeos est assez compétitif par rapport à ce qu'ils proposent. Et la présence d'outils auteurs qui permet de mettre en place des choses sans passer par d'autres outils, même s'ils permettent l'intégration, évidemment, notamment d'outils comme Geniali ou d'autres choses. Mais il y a déjà la possibilité de faire des quiz, des zones hotspot à cliquer, des textes à trous, ce genre de choses, pour pouvoir
bien utiliser la partie statistique qui est très bien faite sur Dokeos. Et notamment, on a décidé d'avoir un dashboard après et des remontées d'informations qui sont tout à fait exploitables en l'état. Donc, pour moi, voilà, ça a été un ensemble un petit peu de tout ça. Et aussi, parce que j'avais besoin un petit peu, comme je lançais dans ça, aussi la relation commerciale avec les personnes avec qui j'allais être accompagné et que je continue d'être accompagné. Et là, une des forces chez Dokeos, c'est on a un chef de projet donc, qui nous suit, avec qui on fait des points régulièrement, à peu près mensuellement. Et dès qu'on a des questions, dès qu'on a ce genre de choses, et si entre-temps j'ai des questions, je lui envoie un mail, il me répond dans la journée ou le lendemain. Et voilà, on a un vrai accompagnement, un vrai suivi sur des problématiques aussi bien techniques que même sur des conseils de mise en place d'outils, de ce genre de choses. Voilà, donc pour moi, voilà, c'était important pour moi, c'était important pour mon entreprise de sentir aussi qu'on allait avec quelqu'un qui nous accompagnait s'il y avait des soucis, puisque du coup, comme c'est une prise de risque, c'est une nouveauté et c'était un petit peu un essai. Voilà, et puis pour ce qui est après, bah, de la prise en main, donc ça s'est bien passé. La plateforme est solide, la plateforme fonctionne bien, on n'a pas eu de bugs et elle est encore en train d'être mise à jour. Elle est mise à jour pratiquement mensuellement, des fois même un peu plus, et elle prend en compte énormément les retours des personnes. Donc on a même pu faire remonter des choses et des demandes et des besoins spécifiques à nous. Bah, dans la mise à jour d'après, ça a été présent. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté très flexible, très réactif de la part de Dokeos. Il y a une petite communauté, donc on peut aussi avoir un petit peu d'aide de personnes. Et il y a donc des réponses et un chat qui font qu'on est bien pris en main et c'est assez rassurant quand on se lance dans un LMS. Dokeos et Moodle sont deux des 6 LMS qui sont présentés au Bahut, qui sont pris en main au Bahut, du coup depuis toi, hein, Yoann, parce qu'avant on Ouais, ne le présentait pas. Et effectivement, nous, de notre regard extérieur, ils sont ultra sympas, à taille humaine c'est ça. et transparents. Ça, c'est une grosse qualité pour un LMS où il y a quand même pas mal de clients, pas mal de monde dessus. Alors l'avantage d'un Moodle, c'est que c'est transparent, on connaît les prix. Alors, on ne sait pas les prix dès qu'on veut bouger quoi que ce soit. Au moins de Dokeos, on sait ce dans quoi on s'engage. On sait C'est qu'il y a ça. des développeurs dessus qui ne vont pas nous faire payer la moindre modif si on leur demande des choses qui sont logiques pour tout le monde. C'est ça. Et il y a un prix clair, enfin, il y a une grille de prix. Moi, je trouve ça génial et je les félicite pour Oui, ça. Parce que la plupart des LMS, il faut demander en ligne, il faut avoir un rendez-vous en commercial qui vous impose une démo complète et qui ne vous donne jamais vraiment de prix, quoi. Enfin, qui met vachement de temps. Et là, je trouve ça très cool. Donc, je voulais les ouais, féliciter ouais. sur ce point-là. C'est Et vrai, c'est toi, très Emeline, transparent. Apollern? Alors, Apollern, moi, j'ai pas choisi Apollern parce que je suis arrivée chez Rocket, c'était déjà le LMS en place, puisque Rocket School fonctionne comme le Bahut, hein, donc il y a 3 mois de bootcamp plus une alternance derrière. Et donc, Apollern sert aux étudiants à faire leur alternance, donc ils ont les cours dessus. Et on avait un peu benchmarké à la base pour potentiellement changer. Puis finalement, on est resté dessus, nous, pour le e-bootcamp, donc à destination des pros. C'est une plateforme qui est assez facile à prendre en main. Elle est en marque blanche, donc nous, on l'a adaptée aux couleurs Rocket. On a accès, enfin, on peut modifier un petit peu le CSS, mais c'est pas ultra friendly. Donc moi, j'y touche pas trop. C'est en général, c'est Cyril qui décide de faire ça quand il a envie de changer quelque chose. C'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un accès facile quand on commence à mettre les mains un petit peu dans le cambouis, créer les chapitres, les modules, faire ses quiz et intégrer le déroulé PEDA. Ça se fait bien. En termes de statistiques, on a eu des mises à jour là, cette année qui nous permettent d'avoir plus d'infos, d'avoir aussi des grilles d'évaluation parce que jusque-là, on n'avait pas tout ça. Donc, ça s'améliore, mais c'est pas le meilleur. Après, voilà, moi, ça fait vraiment le taf, c'est cool, c'est facile de prise en main, mais il y aurait des choses qui mériteraient d'être un petit peu améliorées dessus. Cool, c'est ça, c'est une des Surtout quand prochaines. on a fait le tour au bahut de plein de LMS, ça nous permet aussi de faire la différence et de voir ce qui peut potentiellement manquer. Cool. J'ai une question de Philippe. Ça vous prend combien de temps cette administration de LMS et le fait d'intégrer des contenus de formation dans le LMS sur votre temps de travail global? Vas-y, Emeline. Alors moi, personnellement, Ou c'est en train de Thibaut. devenir la majorité de mon travail. Aujourd'hui, pas tant d'administrer, mais vraiment voilà, de concevoir et implémenter les parcours de. Donc, Mais un peu qui te sont fournis par les experts, du Johan, coup. j'ai des outils auteurs en fait intégrés à la plateforme. Donc, une partie de la conception se mêle à l'administration. Mais aujourd'hui, c'est au moins 20% de mon travail qui est sur la gestion de la plateforme, notamment parce qu'on est encore dans son développement. Et là, un de mes enjeux en ce moment, c'est voilà, le respect de la RGPD. Et donc, Moodle propose des outils pour faire ça, mais derrière, il faut quand même les utiliser correctement, ces outils.
Euh, donc voilà, il y a plusieurs enjeux comme ça, sécurité, développement d'outils, de plugins, faire des benchmarks aussi des plugins dont on a besoin. Donc aujourd'hui, voilà, moi, c'est, on va dire, les premières années d'exploitation de la plateforme qui demandent du temps de développement, pas au sens code, mais vraiment au sens quels sont mes objectifs et du coup, qu'est-ce qu'il me faut, soit en interne, soit en externe, pour atteindre ces objectifs. Donc effectivement, c'est un temps conséquent que vous pouvez externaliser justement avec des prestats, mais que si vous avez les compétences, vous pouvez faire en interne. C'est toujours l'avantage inconvénient d'une plateforme comme Moodle où tout est à faire. Donc, c'est très entrepreneurial comme démarche. Ouais. On peut imaginer ce qu'on veut, mais effectivement, dans un Dokeos ou AppleLearn, c'est de leur responsabilité de mettre en place une gestion RGPD. Alors que côté Moodle, c'est à vous de l'imaginer, d'utiliser les bons plugins, de tester, de voir ce qui fonctionne, d'où ça prend potentiellement un peu plus de temps. Et toi, du coup, tu as beaucoup d'experts qui te fournissent des contenus, c'est ça que tu disais? Aujourd'hui, oui, enfin, en tout cas, dans la façon de travailler, on travaille maintenant de concert sur la création des contenus, la conception en tout cas, et moi, je suis vraiment sur la partie réalisation, implémentation, et intégrer le parcours pour qu'il soit cohérent par rapport à nos outils sur la plateforme. C'est vrai que là, pour le coup, Moodle propose quand même beaucoup de choses sur les modalités pédagogiques. Et donc là, l'enjeu sur cette saison 2, c'est justement vraiment de quasiment tout utiliser tant que c'est pertinent, d'aller sur les outils de leçon avec des embranchements pédagogiques. Là, je suis en train de réfléchir à une intégration storyline possible pour justement vraiment compenser les limites de Moodle et de H5P sur la création. Donc, plein de belles choses qui, du coup, prennent du temps. Vu que j'étais seul là-dessus, effectivement, c'est des choses qui auraient pu être faites plus rapidement, mais avec un autre coût. Exactement. Mais aussi, c'est aussi l'autre avantage, du coup, pour ne pas mettre que des inconvénients, c'est que vous voulez faire de l'apprentissage entre pairs, de la révision ou même de l'évaluation entre pairs. Dans Moodle, vous pouvez trouver le plugin qui permet de faire ça. Alors que C'est même déjà intégré, ouais. dans AppleLearn, vous n'aurez pas accès à ce plugin. Tant qu'ils n'ont pas créé cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas le faire. Et donc, vous Après, serez AppleLearn, on a potentiellement... quand même le peer review. Enfin, ils ont une option de chat et de discussion qui est possible. Mais en effet, c'est déjà tout intégré. Donc, nous, on a quand même un minimum de choses à faire par rapport à ce que Thibaut a administré et a géré sur Moodle. Nous, Oui, on est loin, quoi. mais un peu moins de créativité possible. Alors, l'avantage du cadre, Oui. c'est que ça t'impose ce cadre-là et tu peux être très créatif dans un cadre aussi. Mais parfois, tu dis, sur ce projet, j'aurais aimé faire ça. Et en fait, chez eux, ça n'existe pas, je ne peux pas. Alors que chez Ouais. Moodle, tu vas prendre 3 jours pour trouver la fonctionnalité qu'il faut, l'implémenter et tester. Donc, Ouais, c'est moi, je fais vraiment comme cette Johan. ultra-liberté. Tu es obligé de demander au SAV et du coup, si jamais ils sont OK, ils te le mettent en place. Mais il faut d'abord faire la demande au support pour voir si on peut implémenter ou pas ce dont tu as besoin. Combien de temps ça te prend, toi, dans ton temps de travail, cette partie gestion de l'MS, implémentation? Pas tant de temps. Alors, quand je suis en conception, comme là pour le nouveau bootcamp de Growth, ça me prend du temps parce que c'est la conception du contenu qui me prend, je pense, 70% de ma journée. Mais Qui te après, fait en dehors ou tu fais directement dedans? donc, je fais en dehors d'abord et ensuite on Ok. implémente sur le LMS. Et sinon, comme on fait une promo quasiment tous les 2 mois, il faut que ce soit rapide. Donc, on a avec AppleLearn, ce qui est pratique, des gabarits. Et une fois que la formation est créée, je peux venir juste modifier mon gabarit, faire les changements. Quand on a une veille d'outils, par exemple, on est passé de Wallaxy à Neodil, on a refait des vidéos. Et je peux redupliquer sur les nouvelles promos. Et ça ne me prend pas trop de temps. Finalement, moi, la majeure partie de mon temps en période de nouvelles promos, c'est l'acquisition des nouveaux candidats, quoi. Ok. Et toi, Johan? Moi, ça a évolué. Forcément, au début, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie administration de Chaos. Et comme je disais, c'est comme il y a des rôles sur les formateurs. Les formateurs, maintenant, en fait, j'ai créé des templates sur Chaos. Et comme on a une formation qui est une formation de notre outil qui s'appelle Multigest, qui est une formation de découverte de la GED, manipulation de l'outil et découverte du vocabulaire, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu notre vache à lait. C'est une formation qu'on fait énormément. Donc maintenant, il la duplique. Il la duplique pour tous nos départements, donc on fonctionne par département. Donc là-dessus, ils ont la main. Et voilà, donc, ce qui fait que moi, je me passe un peu moins de temps. Par contre, quand même, je dirais que je passe 15 à 20% de mon temps pour tout ce qui est aussi récolte de statistiques. J'aime bien aller voir les avis. On a des enquêtes de satisfaction sur chaque formation, surtout sur certaines qui sont nouvelles où on a un public cobaye un petit peu. Donc là, je vais tout de suite regarder et voir ce qui va pas pour pouvoir corriger le tir. Et après, je passe quand même majoritairement de mon temps sur la conception. Alors, soit en interne, directement sur Dokeos, mais beaucoup sur Vaillant et Camtasia. Comme je fais de la manipulation de logiciels et avec par-dessus de la WAF. Donc, voilà, je travaille beaucoup avec Vaillant et Camtasia. Après, j'exporte et j'importe sur Dokeos. Mais voilà, donc ça, je dirais
va être 10-15%. Puis après, parallèlement à ça, je crée aussi des vidéos on demand sans passer par la plateforme LMS pour certains clients. Où là, voilà, donc, notamment un de nos clients qui avait un besoin sur un spécifique et qui, c'est simplement pour répondre à quelque chose, il n'y a pas la notion de parcours, donc on ne veut pas encombrer le LMS pour ça. Et voilà. Et le dernier reste de mon temps, on est en train de se certifier Calliope, donc ça me prend aussi un petit peu de temps. Pour jouer. L'accompagnement chez Dokeo, ça fait partie d'un contrat d'assistance à l'année. Est-ce que c'est cher? Question de Fanny. Est-ce que c'est cher? Non, parce que oui et non, parce que c'est compris. Alors, Okay. comme Dokeo, c'est quelque chose de pas cher, quelque chose de pas cher, et plutôt un LMS, on va dire, compétitif niveau prix, c'est inclus l'accompagnement. On n'a pas eu un surplus pour cet accompagnement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est compris dedans. Ensuite, voilà, on a la possibilité de solliciter comme on veut, comme on en a besoin surtout. Mais voilà, mais cet accompagnement, non, il est inclus et on se sent très vite en fait pris par la main et on se sent à l'aise à l'idée de pouvoir solliciter au-delà des rendez-vous qu'on se fixe mensuellement. Donc, pas de coût supplémentaire. Tu nous donnes une idée du prix de Dokeos, du coup? Justement, je retrouvais là des notes. Nous, donc, en fait, c'est par utilisateur par mois actif. Ça marche par session. Alors là, c'est toute une complexité. Les LMS sont un peu parfois des manières de facturer qui peuvent être compliquées. C'est listé sur l'année, ce qui fait que nous, on est environ, c'est ce qu'on va arriver à entre 100 et 150 utilisateurs par mois. Ce qui fait qu'une seule connexion dans un mois crée une session pour tout le mois. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il va juste se connecter et regarder une vidéo et repartir. Et ben, il a pris une place pour un mois. À l'inverse, ce qui veut dire quelqu'un qui va venir tous les jours et regarder tout, il va reprendre la même place exactement. C'est pour ça on met des accès sur 15 jours. On dit vous avez 15 jours pour faire la formation e-learning pour pouvoir après derrière faire votre formation en présentiel. On essaie un petit peu de cadrer tout ça. Et donc pour 100 personnes, on est à 5 000 euros sur l'année. 5 000 euros avec du coup l'accompagnement, ce qui est plutôt correct niveau prix. Ok, ce qui fait à peu près 3,50 € par personne par mois. C'est ça. Toi, Emeline? AppleLearn, il me semble ils sont à 5 € par utilisateur par mois, mais nous, on doit être sur une formule plus large parce que forcément, avec le nombre d'étudiants qu'on a en alternance sur tous les campus Rocket, plus nous, les formations e-bootcamp, on doit être assez élevé en termes de connexion et c'est par adresse. Donc, du coup, c'est pas comme Johan où on peut prendre de la place au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on est en dessous, nous, chez Rocket, de 5 € par mois, mais 5 € par utilisateur par mois. Okay. Mais en tout cas, ça reste d'un point de vue assistance, pour le coup, c'est vrai que le SAV est très, très dispo et même au moment de l'onboarding, ils sont les premiers à caler des points assez rapidement et à nous accompagner sur la prise en main. Donc ça, c'est vraiment un truc positif et c'est inclus dans le forfait. Cool. Et donc toi, on rappelle, Thibaut, 70 € par an du coup d'hébergement, mais un peu de taf. Ouais, pas de limite sur les utilisateurs, c'est juste comme un site web en fait. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un contrat à 100 gigas de serveur, j'ai pris la moitié. Et si demain j'ai 1000 utilisateurs, ça en prendra plus, logiquement. Donc, c'est plus une question sur le back-end et à quel point ça pèse sur le serveur. Par contre, si vous partez avec un prestat, là, il facture un peu comme les autres LMS, effectivement, à la taille d'utilisateurs, au nombre d'utilisateurs, pardon. Ok. Si vous aviez une baguette magique, vous mettriez quoi dans votre LMS? Qu'est-ce qui vous manque cruellement? Yohan? Qu'est-ce qui me manque cruellement dans des outils, peut-être des outils intégrés pour pouvoir, pour l'animation en classe virtuelle et en présentiel. Voilà, ça pourrait aider les formateurs et à tel point qu'on a du coup, même s'ils proposent un outil moyennant finance évidemment, un outil de classe virtuelle supplémentaire. On a fait appel à un autre outil de classe virtuelle. Donc, c'est peut-être sur la gestion, on va dire, du synchrone et de l'animation. Voilà ce qui pourrait manquer dans un monde idéal. Ok. Emeline? La gestion des rendus aujourd'hui, AppleLearn a une façon de faire. On a des boîtes de dialogue dans lesquelles ils peuvent déposer leurs rendus et à côté, ils ont les quiz et ça tombe, nous, sur un autre onglet avec des statistiques et en fonction s'ils répondent en tâche ou en commentaire d'une tâche, c'est pas au même endroit, c'est pas accessible pareil pour le coach. Donc, c'est pas ultra pratique aujourd'hui pour nous. Ça, et d'un petit point de vue graphisme, j'optimiserai un chouïa, que ce soit un peu plus sympa, un peu plus fluide lors de l'utilisation parce que ça manque un peu de paillettes. Et toi, Thibaut?
Alors moi, justement, on m'aurait demandé il y a 2 mois, j'aurais dit que ça manquait de paillettes parce que Moodle était moche. Non, mais le Mais il y a eu une 4.0 est grosse vachement refonte. mieux. La 4.0, on va dire, et au niveau des LMS du marché, non, moi, mon problème, c'est l'inverse de ce que disait Attends, Johan tout attends, à juste, l'heure. excuse-moi Thibaut, juste qu'on explique à tout le monde. Du coup, ils sortent des versions de temps en temps. Là, ils ont fait une grosse mise à jour, d'où le 4 et non plus le 3 point quelque chose. Et Mhm. là, effectivement, la nouvelle version, en termes d'UI, est beaucoup plus jolie. Oui, elle est beaucoup plus fluide. On a enfin un système qui est compréhensible pour les apprenants pour suivre un cours avec une barre de navigation à gauche ou en bas, enfin, peu importe. Lui, pour l'apprenant, est amélioré. Pour l'administrateur, ça reste il y a un peu une usine à gaz, mais plus jolie. Non, moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de centralisation des Learning Analytics. C'est-à-dire que, comme pour tout, il faut se les construire soi-même, sauf que c'est se les construire à partir de 4 endroits, 5 endroits, 6 endroits différents pour avoir quelque chose qui n'est pas visuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dashboard des Learning Analytics de base. C'est Ah, tu n'as vraiment... pas de data viz comme tu peux avoir dans Dokeos où tu as des stats Non. Et là, agglomérées pour un le peu coup, sympas. on dépend de plugins souvent payants parce que, bah, effectivement, faire remonter des Learning Analytics, bah, c'est du gros travail. Et soit les plugins sont payants, soit ils sont gratuits, mais ils sont non Pété. fonctionnels. Et du coup, là, moi, j'ai fait une agrégation de Learning Analytics récemment. Ça prend un temps beaucoup trop important parce qu'il manque en tout cas une centralisation de tout ça. Ok, c'est paramétrable, mais c'est trop paramétrable en fait. Il y a des choses qui pourraient être beaucoup plus simplifiées sur ça. Ok. Petite question pour toi sur le temps de déploiement. À partir du moment où tu as choisi Moodle, tu as mis combien de temps à mettre ça en place Hum, un peu pour que moins ce de soit 2 mois. fonctionnel? Deux Ouais, mois, un, ok. un peu moins de 2 mois en considérant, j'ai d'abord fait un test pour le présenter à mes supérieurs sous Moodle Cloud, qui est Moodle, mais hébergé par l'entreprise Moodle, donc avec un abonnement. Euh, je ne le conseille pas, Moodle Cloud, vous ne pourrez rien faire dessus, tout est verrouillé, mais ça vous permet au moins de tester chez vous à quoi ça ressemble. Et à partir de là, non, ça a été prendre l'abonnement avec Infomaniac et c'était parti en fait. En 2 heures, tout était paramétré et c'était fonctionnel en l'état. Si on voulait inscrire des gens, c'était possible. Après, il a fallu à peu près un mois pour vraiment le rendre fonctionnel, sur paramétrer des petites choses sur le serveur pour mettre les parcours de formation. Mais si on veut vraiment paramétrer, en une après-midi, c'est fait, quoi. Ok. Toi, Johan? Combien de temps entre l'acquisition et les premiers modules ça a été- J'avais anticipé, donc du coup, j'avais commencé un petit peu à faire des choses à côté, mais je dirais comme la prise en main est rapide, et je dirais un mois, je pense que voilà, il y a eu ouais, environ un mois, le temps de prendre en main je compte tout entre parce qu'on a une formation aussi compris dans ce prix-là, on a des sessions de formation par le chef de projet côté de Kios. Je dirais entre la formation, la prise en main, les essais, les tests de la plateforme, ouais, je dirais un mois et demi. Ok. Et toi, Emeline? Moi, du coup, Apollo, on était déjà chez Rocket, donc il n'y a pas eu de déploiement en réalité. Et il nous a fallu un peu plus de temps pour le contenu parce que le contenu n'existait pas du tout et qu'on a fait tout nous-mêmes. Mais la prise en main et le déploiement sur la plateforme, je pense que bout à bout, ouais, c'est une histoire de quelques semaines aussi. Ok. Est-ce que dans ces outils, ils ont prévu justement l'accompagnement Calliope, tout ce qui est assiduité, enfin certificat d'assiduité, certificat de complétion? Est-ce qu'on peut facilement générer potentiellement des conventions dedans? Enfin, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut faire la chaîne complète de la vente d'une formation ou pas? Alors nous, pour Apollern, là, il y a eu des mises à jour cette année, comme je te le disais. Et on a du coup maintenant des meilleures analyses et on peut télécharger donc l'assiduité, les heures de connexion, on peut télécharger pas mal de choses. La convention, non. Ok. Mais ça commence à s'améliorer. Là, au fur et à mesure, ça fait plusieurs mois qu'on voit arriver des nouvelles updates qui sont plutôt pas mal et qui vont dans ce sens-là. Toi, Yoann? Un peu pareil. Euh, il y a quand même il y a des certificats, il y a des conventions, il y a ce genre de choses, mais on a eu quand même, nous, en justement travaillant sur les certifications Calliope, à faire appel, à dire est-ce que c'est possible de faire ça? Ah oui, bah alors dans ce cas-là, on sent que c'est pas forcément intégré directement, mais il y a moyen indirectement d'y contourner pour pouvoir avoir des indicateurs, enfin pour pouvoir répondre aux indicateurs. C'est possible, ils ont un livre blanc qui accompagne un petit peu sur cette partie-là, mais ça nécessite quand même la création d'outils à côté pour pouvoir
bien répondre aux critères qui sont assez pointilleux parfois. Donc voilà. Et toi, Thibaut, vu que tu peux tout faire, Alors, on peut tout faire, effectivement. Moi, je n'ai pas cet enjeu-là parce qu'en fait, on utilise un autre logiciel de gestion de l'apprentissage où, comme ça, on centralise tout le monde, en fait, présentiel, distanciel. tu as réussi à connecter les Normalement, deux du coup? sont censés se connecter les deux, mais le logiciel en question n'y arrive pas. Voilà, je ne passerai pas là-dessus. Donc, pas de besoin d'édition de convention, tout ça, on gère vraiment par notre. On a un doublon, effectivement, dans le sens où on va voilà, rentrer les formations à distance dans ce logiciel, mais du coup, pour nous, c'est pas gênant parce que ça permet de gérer nos volumes. Par contre, sachez que Moodle peut le faire. Par contre, pardon, j'ai beaucoup par contre, Moodle est développé en Australie, ils n'ont pas Calliope en Australie, donc c'est vrai qu'il manque certaines fonctionnalités qui pourraient être utiles pour passer Calliope. D'où l'intérêt, si vous dépendez que de Moodle, que vous faites que de la formation à distance, de vous rapprocher de prestataires. LMS Factory, notamment, a développé un plugin pour créer des certificats adaptés aux enjeux de la formation pro qui répondent en fait aux OPCO. C'est vraiment des certificats édités avec des champs de fusion. Donc, je ne pense pas que ce soit les seuls, mais si vous passez Moodle et avec l'enjeu Calliope, ouais, il va falloir, je pense, prendre des plugins payants ou développer des outils un peu spécifiques. Ok. Du coup, j'ai plein de questions qui sont arrivées sur pourquoi utiliser un LMS quand on a déjà des fichiers SCORM. Ça permet de centraliser essentiellement et de les intégrer dans un parcours de formation et de les mettre en contexte aussi. Souvent, si vous faites un fichier SCORM dans une activité interactive un peu sympa, il va peut-être manquer de contexte aussi par rapport à un parcours de formation. Et Ok. surtout, centraliser toutes vos données SCORM au même endroit. Dans le cas de Moodle, vous avez un carnet de notes qui va reprendre toutes les données que peuvent vous envoyer vos tests, vos fichiers SCORM, quels qu'ils soient. Puis créer la notion de parcours quand même, Ouais. voilà, on peut les amener d'un point A à un point B, les apprenants, et derrière avoir des statistiques sur des questionnaires de satisfaction, questionnaires d'évaluation, ce genre de choses. Petite question sur les feuilles de présence d'émargement. Est-ce qu'elles sont disponibles dans ces outils ou c'est simplement des statistiques de connexion? Alors, ça, c'est une vraie question qui, en tout cas chez Moodle, qui divise la communauté. Les administrateurs Moodle détestent l'idée de faire remonter des émargements parce qu'on considère que ce n'est pas une preuve d'apprentissage, mais c'est vrai que ça peut être demandé par les OPCO. Au niveau de Moodle, de base, ça fait remonter effectivement des présences, des temps de session entre deux clics. Donc, ce ne sont pas des faits de présence ou d'émargement. Après, si on fait des classes virtuelles, on peut avoir une présence, savoir qui s'est connecté pendant la classe virtuelle, combien de temps, mais ça édite pas naturellement, en tout cas, une feuille de présence. Donc, moi, j'ai pas cet enjeu parce que j'ai un autre outil pour, mais en tout cas, chez Moodle, il faut développer à côté ou demander à développer à côté si on veut des choses qui ressemblent à des feuilles de présence comme en présentiel. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai pas cet enjeu parce que l'OPCO ne le demande pas, en fait. En tout cas, l'OPCO EP a bien conscience que les taux de connexion, ce n'est pas représentatif dans l'apprentissage. Certes, mais il faut montrer que les gens sont connectés pour pouvoir valoriser le fait qu'il y ait bien Oui, une bien formation en sûr. ligne. Mm. Est-ce que du coup, vous recommandez tous un outil tiers associé type Digiformat, Dendreo ou autre outil de gestion de l'information qui soit bien connecté au LMS? Bah, toi, Thibaut, oui, s'il pouvait te connecter, ce serait bien. Ce serait mieux, mais effectivement, avoir un double outil, ça permet au moins d'être carré et réglo. Mais le LMS seul, ce serait une grosse galère, je pense, à tout gérer, ou alors il faut que ce soit un prestat externe français qui ait conscience des enjeux Calliope. Ok. Ouais. Toi, Emeline, À comment tu fais? Apollearn, Ouais, ouais. si on lance les classes virtuelles directement depuis Apollearn, on peut suivre les temps de connexion et qui a connecté. Donc, mais on ne fait pas les émargements avec. Nous, chez Rocket, on est chez EduSign et on en est plutôt content. Et je m'en sers aussi pour les bootcamps. Du coup, ça me permet de mettre les plages horaires nécessaires, comme ils sont en autonomie. On met les heures et je fais signer les pros comme ça. Et on fait signer aussi tous nos étudiants comme ça. On en est plutôt content, même si EduSign n'est pas relié directement dans Apollearn. Ok. Un peu pareil chez nous. La question s'est posée et se pose encore sur ces feuilles d'émargement qui permettent notamment les remboursements d'OPCO, ce genre de choses. Et il faut passer par un autre outil. Ils ont la possibilité, un partenaire, de faire avec un outil de signature électronique. Et là, en fait, on est même en discussion avec eux, nous ayant, Efalia, un outil de signature électronique, de pouvoir l'intégrer idéalement dans Dokeos. Pour pouvoir, voilà. Mais oui, pour rebondir un peu sur tout ce qui vient de se dire, cette question-là, je pense que c'est bien d'utiliser quelque chose d'externe pour pouvoir être sûr de, notamment d'un point de vue Calliope, de rentrer dans les clous. Ok. Pour répondre à ta question, Fanny,
Oui, si tu prends un LMS suffisamment ouvert avec une API publique, donc un Dokeos, un Moodle, sûrement un Pollard, enfin les meilleurs LMS aujourd'hui du marché ont des API. En tout cas, c'est un truc à demander si vous faites un benchmark, est-ce qu'il y a bien une API ouverte? Parce que ça vous permettra de facilement demander à un presta-dev de faire quelque chose spécifiquement pour vous, d'utiliser du no-code potentiellement pour plugger, ou Digiforma, je sais qu'ils ont une API, d'Andreo aussi, une API ouverte, publique, qui vous permet de dire quand je crée un apprenant dans ma session dans Digiformat, ça me crée automatiquement un apprenant dans mon LMS. Et quand je le ferme dans Digiformat, ça le ferme dans le LMS. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. En termes de sécurité, c'est pas mal aussi. Et ça vous permet un peu de suivre ce qui se passe. Donc vraiment, ça, c'est le point important quand vous choisissez votre LMS. Faites très attention à ce que ce soit ouvert ou que votre SIRH, votre outil de gestion de la formation, soit bien ouvert aussi, n'est-ce pas Thibaut? Dans les petites pubs, je vois que Stéphanie nous recommande Keiro, K-E-Y-E-O-R-O, pardon, qui fait LMS plus admin. Alors, a priori, il reste encore quelques bugs, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Et par exemple, les stagiaires signent électroniquement avant d'entrer dans une classe virtuelle. Ok. Moi, je vous recommande aussi RiseUp à regarder. Alors, je n'ai pas regardé trop au niveau admin ce qu'ils font, mais c'est le challenger qui se positionne aussi sympa que Dokeos, un peu plus cher, mais aussi complet que 360 Learning. Donc, plus complet encore que Dokeos. Et surtout, moi, en termes d'expérience apprenant, pour moi, c'est un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Donc, je vous recommande de regarder parce qu'il est très complet, joli. Et il est très beau. Graphiquement, c'est un des plus beaux. Quand on suit une formation dessus, c'est assez sympa. J'avais fait mon cas final avec MySkillCamp et j'avais bien aimé. Moi, c'est une plateforme qu'on avait eue pendant le bahut et que je trouvais assez fluide et assez sympa à utiliser. Dans les autres que je vais vous citer aussi, parce que je sais qu'il y a des bahutiens, enfin au moins un qui travaille dessus, c'est TeachUp. Alors, c'est pas le LMS le plus complet du marché, mais pour moi, c'est le plus joli, la meilleure expérience apprenante possible. Mais par contre, on ne peut pas intégrer facilement du score, on ne peut pas récupérer toutes les data. Il y a pas mal de limites techniques parce que l'outil est en construction, d'où il se positionne aujourd'hui presque en outil auteur, en surcouche d'un LMS pour créer une expérience apprenante vraiment canon. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup, ça fait beaucoup de coûts quand on a déjà un Dokeos et qu'on doit mettre un TeachUp par-dessus. Mais par contre, jetez un œil, ça peut de vous donner des idées graphiques, de personnalisation, d'expérience. Voilà. Expérience apprenante, mais c'est du mobile learning. Teach on Mars, c'est vraiment chouette aussi. Carrément. Très joli. Alors, pareil, moi, j'ai des limites sur les questions. On est limité en nombre de caractères, en nombre de réponses possibles, parce qu'il faut que ce soit adapté à tous les téléphones. Et que du coup, parfois, si vous vouliez mettre des réponses un peu plus complètes pour que le quiz soit un peu plus compliqué que juste 3 mots, vous ne pouvez pas. C'est ça qui me frustre un peu. Mais par contre, ça a été imaginé sur mobile. Donc, si, du coup, pour répondre aux questions de Philippe de comment choisir son LMS, il y a déjà des millions de questions, enfin, une quarantaine de questions à se poser en amont sur quels sont les usages, quelle est ma cible, qui vont être mes concepteurs. Parce que clairement, vous n'avez pas quelqu'un dédié à l'administration de LMS en interne, ne prenez pas du Moodle. Prenez quelque chose d'ultra configuré, ultra simple, qui permet d'aller vite et qui soit friendly pour les concepteurs. Parce que si vous demandez à vos profs qui déjà n'aiment pas faire du distanciel de concevoir sur une plateforme qui est moche, vous êtes sûr de rater votre transformation. Donc, pour moi, il y a 3 enjeux, enfin, il y a 3 personas à étudier quand on regarde un LMS. C'est ce qu'on a fait là sur la dernière promo du bahut. Il y a certes l'apprenant, mais il y a le concepteur et il y a l'administrateur sur les questions de sécurité, de prix, d'hébergement, de RGPD, de est-ce que mes données sont bien à moi ou pas. Parce que potentiellement, un des inconvénients d'un éditeur tiers auteur, c'est que vos données dans 360 Learning, pour les exporter, c'est pas simple. Possible qu'ils vous demandent des sous pour vous dire, si vous voulez que on exporte tout ce qui existe chez nous pour pouvoir l'importer ailleurs, ça vous coûte quelque chose. Et c'est pas du tout pour faire la contre-pub aux outils auteurs. Moi, je suis plutôt outil auteur pour simplifier la vie et gagner du temps et passer du temps sur la conception plutôt que sur l'administration. Pour autant, attention à bien regarder ces éléments-là aussi, parce que potentiellement, tout ce qui existe dans l'outil auteur n'est pas facilement récupérable, dans le LMS auteur. Et qui dit LMS auteur, aujourd'hui, s'appelle tous LCMS, parce qu'on peut créer des choses dedans. Attention, vous créez des super quiz, vous créez des super contenus dedans, ils ne sont pas facilement exportables parce que c'est dedans. Donc, vous ne pouvez pas les récupérer. Et d'ailleurs, moi, ça va être un des premiers réflexes que j'ai eu quand j'ai pris Moodle, c'est est-ce que je peux exporter des choses que j'aurais créées avec H5P, qui est un peu l'outil interne à Moodle, sur du SCORM pour plus tard. C'est possible, mais c'est un peu casse-gueule. Donc, j'ai cette vigilance de, à terme, si je change de LMS, je sais que c'est possible, mais c'est pas impossible que j'ai des bugs dans mes futurs SCORM. Mais ça, c'est penser dès le début, est-ce que ce sera exporté en SCORM et comment je vais sauver mes parcours de formation dans le futur, quoi.
Exactement, tu as raison, Marion, vu qu'on ne fait pas de la pub à qui que ce soit. Il y a Bidis aussi. Il y a deux gros acteurs mobile learning. Teach Mars et le challenger Bidis. Bidis est très sympa aussi. Peut-être du coup un peu plus à la Dokeos en mode plus dispo, plus humain, parce que plus petite équipe et besoin de se positionner sur le marché. Donc il y a plein d'avantages aussi. Et c'est un des deux outils qu'on présente au Bahut qu'on aime beaucoup. Et je pense que c'est plutôt un private joke, mais à confirmer, Jérôme qui nous recommande Talentsoft. Mais dans ce cas-là, si on va aller là, on va aller regarder Cornerstone et CrossKnowledge aussi. Mais qui du coup sont des gros outils. Alors je dis ça en rigolant. En fait, c'est très très complet. Tellement complet qu'il faut pas mal de temps d'implémentation. Il faut souvent passer par des prestats externes pour le faire, même sur un outil auteur. Mais par contre, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que simplement l'administration de la formation dedans. Ce qui n'est pas inintéressant selon la taille de vos boîtes et si besoin d'international très vite. C'est des outils qui sont faits pour ça. Et en plus, il existe déjà des contenus dedans, que ce soit Talentsoft, Cornerstone ou CrossKnowledge. Il y a déjà des formations existantes que vous pouvez déjà transmettre à vos collaborateurs. Moi, je ne suis pas fan du côté pas personnalisé, pas adapté à chaque univers et à chaque secteur. Pour autant, c'est énorme et c'est assez intéressant quand même à regarder. Et tu confirmes la private. Merci. Julien, sur l'API Digiformat, je l'ai, je te l'enverrai, le lien de l'API Digiformat, parce qu'ils me l'ont envoyé, pour que je puisse créer notamment moi, des SERFA. Donc, Digiformat est un outil de plutôt gestion de la formation côté Calliope, pour créer les devis, les conventions, le suivi des apprenants, l'émargement, les évaluations, la veille, un peu tout Calliope soit dedans. Ils ont un petit LMS qui peut être aussi testé pour démarrer. Moi, je ne trouve pas assez complet, pas assez joli, parce que ce n'est pas leur métier de départ, mais je sais qu'ils investissent pas mal de temps dessus. Mais ce qui me manque, moi, aujourd'hui, c'est créer des SERFA, et j'ai fait pas mal de bêtises boulettes en faisant des SERFA plus ou moins manuels. Et du coup, je vais créer un petit outil no-code en amont de Digiformat où les gens vont pouvoir remplir leurs coordonnées et ça me créera automatiquement le SERFA et ça remplira une fiche apprenant et société dans Digiformat. Donc, je t'envoie ça pour que tu puisses tester. Oui, moi, le LMS. Bon, ils le savent, hein, ils sont en train de travailler dessus. Ils sont lyonnais, très sympas, Digiformat aussi, et très à l'écoute, très ouverts. Donc, n'hésitez pas à les contacter. J'avais d'autres questions pour vous. C'est quoi la data la plus surprenante que vous ayez récupérée dans votre LMS ou qui vous a rendu fou, qui vous a énervé? Moi, ça a été le temps entre deux clics. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit une session de travail sur un LMS? Et c'est une vraie question presque philosophique qui a un lien avec qu'est-ce que c'est l'apprentissage en ligne, en fait, est-ce que sur une vidéo, si la vidéo elle dure 25 minutes, on considère que l'apprenant il suit pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour moi, c'était vraiment ce casse-tête parce qu'il fallait produire quelque chose, il fallait qu'on se dise, OK, on acte, c'est 25 minutes ou c'est 2 minutes, mais en fait, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment une réponse arbitraire à qu'est-ce que c'est un- une session d'apprentissage. Bon, ben, nous, on a déterminé, c'est 25 minutes. Mais pour le coup, c'est une vraie question à se poser qui renvoie à qu'est-ce que c'est l'apprentissage à distance et comment on mesure ce qui n'est pas mesurable, quoi. Merci Lucie, qui elle aussi est sur Moodle et qui dit que le carnet de présence calcule le temps et ça rend fou complètement. Et selon le plugin qu'on utilise, c'est pas le même calcul. J'aime bien. Et toi, Emeline, c'est quoi la data la plus dingue que tu as récupérée ou que tu as énervé le plus? Alors, pas qui m'a énervé, mais qui m'a fait bugger quand j'ai commencé à récupérer les statistiques en me disant, bon, ben, on va regarder les temps de connexion pour voir qui a avancé, où ils en sont, est-ce que je peux les accompagner, faire un peu de customer success. De me rendre compte qu'il y avait une session qui était ouverte depuis plus de 9h30. Et je pense que juste la personne s'est levée de son ordi, elle n'a pas fermé Apple Learn et elle est partie faire sa vie. Et la session continuait de tourner. Et c'est là où je me suis dit, bon, ben, on va devoir avoir d'autres statistiques pour voir les avancements parce que du coup, l'ouverture du chapitre ne me permet pas, moi, de suivre réellement où en est la personne, quoi. D'où le fameux temps entre deux clics de Moodle, parce qu'il considère qu'on est actif si on clique. Mais C'est après, il y a le ça. mouvement de souris qu'on pourrait traquer plus ou moins, voir si Et la nous, souris on est n'a pas active ou ça pas. sur Apple Learn. Ok. Et toi, Yoann? Moi, c'était plus une donnée écrite. C'était plus sur la partie des questionnaires de satisfaction. Questionnaire de satisfaction, c'était, et ça a mis en avant un problème que j'ai rencontré et que je continue de rencontrer, cette transition un peu du changement. Il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée de devoir être formé devant un ordi. C'était un retour qui me disait, bon, c'est sympa, outil sympa, mais l'impression d'être à l'école, on n'est plus des enfants. J'avais eu ça comme remarque après avoir fait un parcours. Et du coup, ça m'avait fait tilter. Et je m'étais dit, déjà, je trouvais ça dommage de voir d'un côté péjoratif, quoi, puisqu'on peut toujours apprendre tout le temps. Et donc, du coup, ça a mis en avant, c'est parfois les réticences que peuvent avoir certains publics. Notamment, nous, on travaille avec des MDPH, des maisons départementales, ce genre de choses qui ont des fois un petit peu de réticence et un peu réfractaires à l'outil déjà numérique. Et en plus, si après, il y a des choses où c'est répondre aux questions, cliquez là, faites ce genre de choses,
voilà, donc ça m'avait un peu surpris, tilté, mais bon, ça fait partie. Ça fait partie aussi de notre métier, de devoir un peu s'adapter à notre audience. On arrive des fois avec pensant quelque chose qui va marcher pour tout le monde, et voilà, et non, il faut un peu réadapter. Voilà. Pour répondre à la question, Fares, oui, le temps entre deux clics est tout à fait utilisable en termes de RGPD. Si tu arrives à démontrer que c'est une donnée dont tu as besoin pour tes OPCO, pour toi suivre l'apprentissage, RGPD t'interdit de récupérer des données dont tu n'as pas besoin ou qui ne se justifient pas. Et après, tu dois les détruire au bout d'un certain temps. Donc toi, c'est à toi de mettre en place cette charte, de dire tous les ans, tous les 3 ans, je les détruis. Et si quelqu'un me les demande, je suis capable de les lui sortir. Mais le RGPD ne te contraint pas sur une stat comme celle-ci. Conclusion pour vous, 3. Et on va commencer par Emeline. Est-ce qu'on doit avoir peur d'un LMS? Est-ce que c'est si compliqué que ça à utiliser et à configurer? Non, franchement non. Et c'est comme ça que moi je suis tombée dans le digital learning finalement, parce que quand j'ai commencé en agence, les marques de luxe faisaient du présentiel, elles ont voulu basculer doucement vers le digital. Donc les premières formations e-learning, finalement, j'ai mis le doigt sur WordPress, mais les WordPress des grandes marques avec les back-office, j'avais peur de faire des conneries, c'était pas possible. Et puis finalement, en regardant un petit peu comment ça fonctionne, on arrive très bien à le faire. Derrière, on est passé au mobile learning, notamment avec Tom, c'est pour ça que je sais que j'aime bien parce que c'est gamifié et que ça me plaisait bien. Et après, avec le bahut, on en a vu plein. Et chez Rocket, je suis encore passée sur un autre. Et voilà, faut faire tomber les croyances limitantes. On n'a pas besoin, comme disait Thibaut, d'être dev ou de savoir coder pour pouvoir gérer un LMS. C'est vraiment à l'intuition et faites petit à petit. Et le temps de la prise en main est nécessaire, mais une fois que c'est fait, c'est que du bonheur. Vu que tu cites WordPress, si vous avez un administrateur de WordPress dans votre boîte, sachez qu'il existe des LMS, des plugins LMS sur WordPress. Ouais. Alors, plutôt dédiés à la vente de formations en ligne pour que les gens puissent s'inscrire d'eux-mêmes, moins pour du LMS interne, mais ça peut fonctionner aussi. Comme LearnDash, qu'un de nos étudiants promo 3 avait utilisé, mais comme d'autres, vous en trouverez pas mal sur le web. Certains sont plus ou moins gratuits, mais du coup limités, d'autres sont payants, mais c'est intéressant de regarder ces plugins-là aussi. Parce que du coup, si vous ne voulez pas une nouvelle instance, un nouveau site web, enfin un nouvel univers, bah, ça peut être plugué directement sur votre site web avec un sous-domaine et facilement accessible. Ça peut être à réfléchir quand l'usage est plutôt de gens qui ne vous connaissent pas de l'extérieur. Quand c'est pour l'interne, ça ne sert à rien que ce soit sur votre site potentiellement. Johan, toi? Non, il ne faut pas en avoir peur, c'est un allié, c'est un outil allié. Par contre, pour pas en avoir peur, ce que je dirais, ça répond à une question qui avait un peu plus haut sur comment vous avez choisi votre plateforme LMS ou quelque chose comme ça. Il faut poser en amont tous les besoins, déjà tous vos besoins, vous, tous les besoins aussi de vos collaborateurs, si vous travaillez avec des formateurs sur des choses, et anticiper un petit peu, voir un peu à 6 mois, 1 an, comment vous voudrez que ça évolue. Ensuite, faut tester. La meilleure manière, à mon avis, c'est de tester, demander des versions d'essai, demander voilà, d'avoir les accès le plus possible, et vous testez, vous cliquez, voilà, vous faites des choses. Vous voyez, je pense que c'est important d'avoir un bon feeling avec la plateforme, parce qu'après, vous allez travailler avec, même si il vaut même des fois préférer une plateforme avec laquelle vous avez plus de facilité, plus de meilleure prise en main, même si vous dites, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, mais par contre, l'ergonomie, la prise en main, je sais que quand je vais travailler avec un tel, bah, il va apprécier, nos clients aussi, plus que l'outil parfait techniquement. Mais si vous y allez à reculons, voilà. Donc je pense que ça, c'est important. Et aussi, un autre truc qui est pour moi important, pourquoi il ne faut pas avoir peur, c'est aussi de choisir la personne avec qui vous serez mieux accompagné. Et voilà, ce qui est important, c'est de se dire que voilà, on est accompagné, on est aidé, que ce soit via l'assistance ou le chef de projet ou en interne. Et sur Internet, enfin, vous voyez, il y a des tas Ou de la livres blancs communauté. C'est ou un la peu le cercle communauté, vertueux exactement. du LMS qui fonctionne bien. Alors ça, c'est pas très cool pour les Exactement, petits qui se lancent, mais plus il y a d'utilisateurs francophones ou internationaux, plus vous pourrez échanger avec les autres et vous faire aider si vous avez une difficulté c'est ou ça. découvrir des forums sur lesquels la difficulté a déjà été traitée. Et c'est assez important, quel qu'il soit pour moi, que ce soit un outil auteur, enfin un LMS auteur ou un LMS open source, qu'il y ait une grosse communauté derrière pour ne Exactement, pas vous voilà, sentir seul. c'est vrai. Et voilà, de voir s'il est souvent mis à jour, s'il prend en compte aussi les remarques récentes qu'il peut y avoir lors des dernières mises à jour sur des choses. Mais non, il ne faut pas en avoir peur, c'est pas un outil. Voilà, il ne faut pas prendre une usine à gaz si on n'en a pas besoin. Je pense qu'aussi ça c'est important, de ne pas voir un peu trop grand. Parce Ouais, de que ne pas déjà, voir c'est à 10 souvent. ans. De ne pas voir à 10 ans votre besoin en Ouais. vous disant peut-être Voilà, qu'un c'est jour on ça. va racheter une boîte en Angleterre, donc il faut que je sois Exactement. international. Oui, oui, Déjà, oui, quand dites-vous je que dis. pour 3 ans, le truc, il faut qu'il plaise et il faut que les gens soient dessus, parce que sinon vous allez potentiellement rater votre transformation dans ce que tu dis, Exactement, c'est ça. Yoann. Donc voilà. Donc non, il ne faut pas en avoir peur. Et puis
On en apprend. Enfin, vous avez voilà, ceux qui sont bayésiens ou anciens ou actuels, il y a cette curiosité numérique qu'il faut avoir en permanence et on l'a. Et quand en plus c'est du concret sur un cas, ça se passe plutôt bien. Et du coup, Thibaut, je t'ai introduit une question supplémentaire et les autres pouvaient répondre aussi. Comment on fait pour convaincre son décisionnaire qu'un LMS est meilleur qu'un autre? Alors justement, j'allais dire, je suis d'accord donc avec ce que viennent de dire mes camarades, mais justement, n'ayez pas peur si vous avez bien fait ce travail en amont sur vos besoins et n'allez pas sur un LMS parce qu'il est avantageux financièrement. C'est souvent l'argument qu'on va sortir aux décisionnaires et qui vont essayer de tirer les charges vers le bas. Soyez très vigilants là-dessus parce que ça peut vous faire prendre des décisions qui vont vous rendre la vie très compliquée. C'est-à-dire que n'allez pas sur Moodle juste parce que l'argument c'est 70 € par an. Je vous en supplie vraiment. Ayez conscience de ce que ça implique. Et c'est le problème de Moodle et c'est pour ça qu'il est détesté parce que dans plein de cas, il n'est pas à son endroit en fait, ce pauvre LMS qui a été créé pour des universités. Donc du coup, voilà, pour moi, je suis d'accord. N'ayez pas peur si vous avez bien vos besoins en tête et que sinon, vous avez les capacités de le développer pour vous et pour votre Et structure. l'envie. Et l'envie. Parce que toi, tu t'es formé dessus et tu C'est t'éclates. ça. Moi, ça marche parce que la bidouille et l'open source, ça me fait kiffer. Et parce que c'est aussi mon héritage bénévole je fais des hackathons à côté. Si vous n'êtes pas dans l'esprit open source, à aller sur les forums chercher des réponses en PHP, n'allez pas sur Moodle. Ou alors, utilisez-le par des prestats et considérez-le comme un LMS parmi d'autres, où vous aurez un SAV, où vous aurez des réponses. Donc pour moi, c'est ça. N'ayez pas peur si vous avez bien conscience de ce que ça implique. Et du coup, pour convaincre les personnes décisionnaires, en fait, faites-leur tester aussi concrètement ce que ça Ce que j'allais implique. dire. OK, ils disent ils veulent Moodle parce que c'est pas cher, mais allez-y, faites un parcours sur un Moodle qui n'a pas été paramétré parce que vous voulez la version pas chère. Vous pouvez, hein, là, ils ont fait un site test Moodle 4.0 avec des parcours de formation lambda. On voit tout de suite, en fait, si on accrochera ou pas à la base, à cette version vanille. Idéalement, oui, récupérez 3 parcours soit existants sur 3 LMS différents et faites-le tester à votre décisionnaire et que lui aussi fasse son propre avis. Et que vous puissiez dire, bah, moi, en termes de conception, c'est celui-là qui m'a le plus plu. Idéalement, si c'est 3 fois le même parcours dans 3 LMS différents, c'est génial. Enfin, le même sujet dans 3 LMS différents, comme ça, il se rendra vraiment compte et ce ne sera pas lié au sujet qui lui plaît plus ou moins. Après, ça dépend un petit peu à qui tu pitches aussi et en fonction de qui tu as en face, si des décisionnaires qui vont être plutôt à la tête de la boîte, pense à pitcher un peu ROI et KPI pour que du coup tu puisses dire bon ben voilà ça coûte tant mais derrière ça va rapporter tant et on pourra suivre comme ça. Moi je vais gagner du temps sur mon job grâce à ça et sur telle et telle chose. Et donc du coup le temps qui est économisé sur ton temps de travail à toi c'est du temps que tu passeras à faire autre chose. Donc du coup rentabilité. Et du coup, j'avais une question sur la gestion des compétences. Est-ce que pour vous, un LMS, c'est un outil pour gérer les compétences? Est-ce que c'est utile quand on a un SIRH? Pour moi, ce n'est pas lié. Alors déjà, le LMS, ce n'est pas nécessairement pour l'interne. Ça permet aussi, pour moi, c'est aussi un outil qui permet de valoriser les formations, qui soient blended potentiellement. Enfin, surtout blended d'ailleurs, parce que le full asynchrone, c'est quand même compliqué. Et de créer des parcours, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir un vrai outil joli dans lequel les gens vont passer un bon moment. La formation n'a pas une très belle image dans le monde de l'entreprise, puisque c'est souvent le truc chiant, mal organisé, sur des sujets qui ne nous intéressent pas toujours, et avec des formateurs pas toujours au niveau. Donc si en plus on leur rajoute une surcouche d'un outil technique qui est moche, où ils ont 25 clics à faire pour arriver au truc, en termes d'expérience, vous risquez de les perdre et de créer un rejet complet. Donc pour moi, le LMS, c'est vraiment un habillage marketing de la formation pour qu'elle se donne envie et que le numérique ne soit pas un frein, comme tu disais tout à l'heure, Johan, qui parfois certains déjà n'aiment pas. Si en plus on fait quelque chose qui n'est pas beau et pas sympa, clairement, on est sûr qu'on va perdre tout le monde. D'accord. Merci à vous, il est midi. Je vous avais dit 1 heure, il y avait plein de choses à raconter et c'était passionnant et on a vu 3 exemples très différents, mais il y en a plein d'autres qu'on aurait pu ouvrir aussi. Le choix du LMS est un choix complexe. Après, il faut juste se dire qu'une fois qu'on l'a choisi, c'est parti pour 3 ans. Arrêtez de râler et foncer et faire au mieux avec ce qu'on a parce que de toute façon, ce ne sera pas changé tout de suite. Et qu'en fait, oui, la coquille peut faire que même si vous faites une superbe formation, le rendu ne sera pas génial si le LMS n'est pas génial. Mais vous avez quand même, si votre LMS fait sa fonction de base, qui est de savoir créer des contenus, enfin d'implémenter des contenus dedans et de créer des parcours, à vous de créer des parcours passionnants et des contenus passionnants pour que ce soit le mieux possible. Merci à vous 3. Si je vais vous envoyer le replay, si vous avez une idée pour un prochain sujet, n'hésitez pas à m'envoyer. Je organiserai un prochain webinaire parce que celui-là, c'est à la demande des promo 4, notamment qui voulaient un peu comprendre parce que c'est une des premières choses qu'on leur demande dans l'entreprise.
après les 5 premières semaines du bahut. Sachant que du coup, on a changé les 5 premières semaines où maintenant, ils ont le LMS à fond. Ils doivent tester des contenus sur LMS, ils doivent tester des LMS et créer un contenu de zéro, enfin, à partir d'interviews sur LMS. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, la formation qu'ils ont créée va être en ligne la semaine prochaine. Elle se nomme « Apprendre à débunker ». Aussi bien retrouver l'auteur d'une citation que sourcer une image ou une vidéo et apprendre à débunker un article ou des faits, avec une petite couche de légal, expliquer le risque qu'on prend à désinformer ou à partager de la désinformation. On a fait ça avec les experts de l'association C'est vrai ça, qui est une association sur LinkedIn qui lutte contre la désinformation. Franchement, ce qu'ils ont produit, c'est un peu ouf, même complètement ouf. Moi, je suis ultra fan. L'association est ultra fan aussi. Ils sont éclatés. Ça prend entre 1 heure et 6 heures si vous faites tout bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de fond dedans. Donc, et on le diffusera gratuitement. Il y aura aussi une version payante pour ceux qui veulent, avec des classes virtuelles animées par les experts de C'est vrai ça. Donc, si besoin, dites-moi, je vous remettrai de toute façon le lien dans le replay. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Merci, bonne journée.